Club Sport Santé, nous sommes tout heureux encore une fois d'être des vôtres. L'essentiel de l'actualité sportive qui nous intéresse aujourd'hui. Nous évoquons trois grandes thématiques. D'abord, nous parlons de handball avec le lancement du championnat de la Ligue, cité samedi dernier à Lomé. Nous nous intéressons également à l'épilogue, sinon au dénouement du championnat national de football de première division. Avec Casco, vous le savez bien, un champion depuis déjà belle lurette. Mais l'information, c'est que Semassi de Sokodé est en deuxième division. Nous bouclerons ce mag avec les nouvelles des athlètes togolais retenus pour les Jeux Olympiques Paris 2024 qui s'ouvrent à partir du 26 juillet. Voilà les thématiques qui nous rassemblent encore une fois sur notre chaîne. Merci à tous encore une fois d'être présents. Tout de suite, la première fenêtre. Nous nous intéressons d'abord à un sport de main, oui, avec le handball qui a ouvert, on pourra dire, son championnat de Ligue Lomé Golf. Bonjour Délaïté. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes là en grande forme pour les actualités sportives de la semaine. Je vous sais bien fouteux, mais vous jouez aussi au hand? Oh ouais, j'ai vu jouer. Vous avez vu jouer et vous aimez. Ah oui. Oui, en face de vous, c'est Charles D'Ernesto. Bonjour Charles. Bonjour Angelo. Comment vous allez? C'est la forme, hein? La bonne forme. Oui, bon, on sait que le hand, c'est aussi votre matière. Alors, on va parler justement de cette discipline-là. Petit à petit, on a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, la Ligue a démarré son activité. Bon, on rappelle que ce n'est pas sur le site de la fédération au niveau du stade Omnisport de Lomé, mais plutôt sur le terrain de l'Imp Africa. L'essentiel, c'est de démarrer et donner de la compétition aux athlètes. Effectivement, après plusieurs reports, la saison a finalement démarré au niveau de la Ligue régionale, la Ligue de Lomé Golf de handball. Je pense que c'est déjà un grand pas pour les acteurs, puisque ça fait pratiquement, après la Covid, le handball avait eu du mal à redémarrer, et il a fallu cette assemblée générale ordinaire, élective, qui a vu l'élection de Guy Akas à la tête de... Et puis bon, ça a recommencé avec le tournoi de la relance. Ça a permis aux acteurs de se mettre en jambes pour la nouvelle saison qui a pris du retard. Finalement, ça a commencé le samedi dernier avec de belles affiches. Oui, pour vous donner quelques résultats en dames, Akoa a écrasé Dauphin 47-6 et puis Elite qui fait 18 partout face à Bulls. Oui, ce sont des scores qui ne me surprennent pas dans la mesure où Akoa, tout le monde sait que c'est une académie. Oui. C'est avec un président qui se donne à fond pour l'avenir du handball togolais. Oui. Donc c'est une équipe qui a des pépites, des pépinières, notamment au niveau des cadets, des juniors. Donc c'est normal face à un club comme Dauphin, qui depuis la nuit des temps, c'est un club qui était également dans la formation, mais je pense que les résultats ne suivent pas, surtout avec 47 à 6, 47 à 6. Oui, c'est écrasant. Ça note la différence de niveau. Oui. Entre les deux équipes, qui sait même si c'est à l'approche de l'annonce de la compétition que Dauphin a repris les séances d'entraînement, alors que à Kowa, pratiquement toutes les semaines, les jeunes sont à l'entraînement, ils sont en compétition. C'est une équipe, une académie même que le promoteur tend à développer. Exactement. Même à l'intérieur du pays. Donc je pense que c'est un score qui ne surprend pas. Maintenant, Bulls face à Elite. Oui. Vous savez, ces deux clubs, je pense que ce sont des clubs qui sont en reconstruction. Elite qui a évolué avec des joueurs dont l'âge est avancé, qui a commencé par renouveler. Et puis en face, il y a Bulls aussi qui est en train de renouveler son équipe. Donc c'était un match tendu entre les deux équipes. Finalement, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Oui. Et je pense que la fête a été belle pour les quatre équipes, surtout pour le démarrage. Oui. De la saison. Il faut dire que ces résultats, en tout cas pour le moment, ne sont que des résultats de la première journée. Toujours dans le registre masculin, on va parler de ce score entre Liberté et puis Curias. À l'arrivée, c'est Liberté qui s'impose avec 4 buts d'avance, 30-26. Et puis de l'autre côté, Bulls qui a courbé les chines, 20-23 face à Elite. Là aussi, on a parlé tout à l'heure des dames. Les hommes également étaient privés de compétition.
mais il faut commencer quelque part et pour avancer tout doucement. Oui, ça montre que les joueurs ont soif de la compétition. Si vous prenez Bourse et Liberté et autres là, le score est un peu serré, oui, 3 points ou bien 4 points de différence. Il faut comprendre que les joueurs se sont bien entraînés. Ils n'attendent que le début de la compétition. Aujourd'hui, si vous prenez, c'est un constat général, les sports de mai apportent plus de médailles au Togo. Maintenant, on lance cet appel là depuis fort moment. Il va falloir que le ministère donne beaucoup de moyens financiers à ces fédérations là. Pourquoi pas le handball, parce que ça fait des belles lunettes qu'on n'a pas vu le Togo participer des compétitions sur le vieux continent, surtout dans la catégorie senior. Exactement. Pour les U17, U18, on parle souvent de IHF Trophy, mais là aussi on n'a pas de bons résultats. On n'a pas de bons résultats. C'est l'occasion pour l'État togolais de réfléchir, parce que je vois que le moyen qu'il injecte dans le football est assez conséquent. S'ils prennent une partie de cet argent là pour injecter, par exemple, dans le handball, ou bien ça peut nous permettre d'avoir certaines médailles. On a vu le terrain même du stade municipal. Qui est laissé aux soins de tout le monde, mais ils ont compris finalement qu'ils devaient rénover ce stade-là. C'est ce qui a permis aussi à la Ligue de délocaliser le championnat vers Olympe Africa. Donc aujourd'hui, il va falloir que la Ligue mette le paquet pour bien structurer son championnat, afin que dans 2 ou bien 3 saisons, on trouve des joueurs d'élite pour représenter tout simplement le Togo en équipe nationale. Charles, mine de rien, il faut commencer par la Ligue pour in fine aller au niveau du championnat national, parce que après tout, c'est le championnat national qui permet d'avoir des représentants au niveau de l'équipe nationale, même si pour aujourd'hui ce n'est pas encore le chantier. Oui, bon, je pense que au niveau du handball, il y a un travail qui doit être refait, un travail qui doit être refait depuis la base, parce que là, tout à l'heure, Dela avait évoqué le cas de l'absence du Togo au niveau de l'échiquier international. On a vu la participation du Togo la fois dernière aux Jeux africains. Le résultat n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est en perte de vitesse, une équipe qui est vieillissante, qu'il faut renouveler. Maintenant, le réel problème, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à organiser les compétitions des catégories de jeunes. Puisque avec Challenge Trophy, c'est ce qui peut permettre aux joueurs d'être en jambes pour les compétitions. On voit assez souvent au niveau de Challenge Trophy, le résultat aussi n'y est pas, parce que les joueurs n'ont pas des compétitions dans les jambes. Ce sont des joueurs qui on a vu dans les centres, qui on a vu s'entraîner avec des clubs, et on se dit ok, ils ont la capacité. Maintenant, face à des équipes adverses où il y a des compétitions de jeunes qui se jouent, la différence est nette. Vous allez voir au niveau du score, on n'en parle pas. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on réorganise un peu le handball même togolais, parce que ça fait pratiquement une dizaine voire une quinzaine d'années. Le résultat est le même au niveau de la compétition des jeunes. Bon, le bureau précédent de la Ligue a essayé quelque chose en voulant commencer. Ils ont organisé le championnat des jeunes, les cadets, les juniors. C'est déjà un pas. Maintenant, il faudrait que ça se perpétue et que ça arrive au niveau du championnat national. Vous avez évoqué le sujet du championnat national. Je pense qu'au niveau du handball, ça ne pourra pas se jouer, parce que toutes les fédérations ont reçu une note circulaire du ministère des Sports les demandant d'aller à une assemblée générale ordinaire élective déjà au plus tard le 28 septembre pour toutes les fédérations. Donc juste après les JO. Juste après les JO. Je pense que c'est pour permettre à ce que on s'arrime sur les Olympiades au niveau des fédérations, et comme ça le CNO sera la dernière institution à organiser son AG en décembre. Donc je pense qu'au niveau du handball, la route est longue, il y a quelque chose qui se fait, mais il y a encore du travail à parfaire pour arriver au bon niveau. Si tout va bien, dans les jours à venir, dans ce même numéro, nous aurons le président de la Ligue, Guy Akas, pour encore parler des contours de cette compétition. On rappelle que ce week-end à venir, samedi et dimanche, il y aura encore 2 matchs par journée, histoire de vous arriver et en même temps à aller voir exactement ce qu'il se passe sur le terrain de l'Olympe Africa
à Kégué. On a terminé avec le handball. On va ouvrir la fenêtre du championnat national de football. Tout est bien, qui finit bien, oui, 30e et dernière journée du championnat de première division. Nous parlons bien sûr du foot domestique. À l'arrivée, on le sait très bien, hein, l'ASCO, la SCK, oui, premier, deuxième, déjà qualifiés pour les prochaines joutes continentales. On va d'abord avec l'assistance de Justin regarder le graphique, nous relatant les résultats de la 30e et dernière journée du championnat de première division pour épiloguer là-dessus avec cette victoire oui de l'ASCO en déplacement chez Semassi de Sokodé. Oui, beaucoup pensaient que Semassi allait s'imposer, mais ce n'est pas le cas. Doumbé fait 1-1 face à l'AC Barracuda. La Esbina qui bat l'entente de buts à 1. On rappelle également le score de Kakadle, 0 but contre 1 chez AS Sauterre. Et puis vous le savez bien, Gwikinti n'a pas fait le déplacement de Bolwesou parce que Gwikinti annonçant comme quoi ils n'ont pas de moyens pour pouvoir se déplacer. Mais si on revient en plateau pour parler justement de cette défaite-là à domicile de Semassi de Sokodé, Charles, quoi qu'on dise, Semassi devrait gagner et peut-être espérer que les autres, que ce soit Kakadel ou bien Doumbé ou voilà ou Gwikinti, bon, on sait que tout ça c'était compliqué, mais Semassi qui ne gagne pas face à l'ASCO, comment vous expliquez ce résultat? Oui, ben le championnat togolais est un peu à l'image du championnat anglais, à l'image du championnat anglais où vous voyez une équipe qui a été battue le week-end dernier rebondir le week-end suivant. Oui. Vous allez voir l'entente 2 qui a battu Djoumbé de Mango 5 buts à 1, qu'on espérait faire un bon voyage, s'incline face à l'AS Binan 1 but contre 2. Le cas de Asco qui s'est incliné 0 but contre 1 face à l'AS Binan, qui va gagner à l'extérieur face à Semassi de Sokodé 2 buts à 1. Je pense que cette défaite de Semassi à domicile n'est pas la première. Semassi a eu des défaites, qu'on peut appeler des défaites regrettables, parce que ce sont ces défaites-là qui ont plutôt mis cette équipe-là en difficulté au cours de la saison. Je pense que face à l'ASCO, déjà champion, il y avait eu la mobilisation, le public était là, mais il faut dire que la chance a finalement quitté Semassi cette saison. Les guerriers n'avaient plus quoi de fusils avec toutes les munitions, il n'y avait plus rien du tout. À égalité, on y pensait. On y pensait, on croyait à un second but de Semassi de Sokodé, mais finalement c'est Asco qui a mis un deuxième but. Asco aussi, c'est normal, qui a voulu terminer sa saison en beauté, il le fallait. Bon, je pense que on peut nourrir des regrets au niveau de Semassi de Sokodé. Comme je l'ai dit, les matchs nuls, notamment les matchs nuls face à l'AS Binan et puis face à Kakadou Boudefalé n'ont pas été à ce niveau-là. Semassi s'est grillé. Oui, n'ont pas été à sa faveur. Donc, je pense que ils vont apprendre de cet échec-là pour revenir très tôt. Dès là, était-ce prévisible de voir Semassi en deuxième division à 10 journées de la fin, à 15 journées sinon, à la mi-saison? Oh oui, d'abord, je présente toutes mes excuses aux supporters de l'AS Binan parce que je les avais enterrés si tôt au dépend de Semassi. Voilà. Parce que je voyais Semassi maintenir en première division que l'AS Binan. Mais au finish, j'ai su que Semassi avait perdu beaucoup de crédit parce que le match nul face à Kakadle leur avait coûté très cher. Surtout leur défaite à domicile face à Unisport lors du derby a coûté beaucoup, a pesé beaucoup dans les balances pour les Sémons. Et puis les Sémons se sont réveillés trop tard. Ils ont vu le danger qu'à 5 journées de la fin. Donc, mais l'entraîneur il croyait dur comme fer et il ne peut rien dire autrement.
Et c'est la meilleure version qu'il devait dire au public, devait encourager les supporters et les dirigeants à maximiser, à rester derrière l'équipe. Mais au fond, il n'y a rien. Les cartes sont déjà cuites pour Semassi. Face à Sco de Kara, on pensait que Semassi va tenir la dragée haute devant cette formation. Des Condona qui n'ont rien à perdre dans cette rencontre-là. Il était déjà champion. Exactement. On avait même pensé que Asco allait lever le pied. Exactement. Mais quand Semassi avait marqué l'unique but là, ils sont vus trop beaux déjà. Voilà. Et puis la concentration a fui déjà le camp de Semassi. Vous allez voir les deux buts encaissés, les deux buts marqués par Asco, c'est coup sur coup. Exactement. Oui, coup sur coup. Donc voilà, Semassi, les réalités sont là. Semassi est parti en D2. Il va falloir que les dirigeants ou bien les ressortissants s'asseyent pour tirer les leçons et revenir très fort la saison prochaine. Dieu merci, il y a un projet de professionnalisation qui arrive là. Notre cas. Oui, qui pouvait les Parce sauver. qu'à l'heure où nous parlons, Semassi pourrait se retrouver très bientôt dans la professionnalisation si jamais on décrète que ce n'est pas 4 qui tombent, mais plutôt 2. Bon, on attend de voir. Oui. Parce que et puis les matchs ne sont pas encore homologués. Voilà, merci et on beaucoup. attend aussi que la fédération homologue les matchs pour nous sortir un classement officiel. Ça, c'est important. Exact. Mon cher Charles, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce dramatique à l'heure où nous parlons de voir un club comme Semassi en D2 dans notre football? Dramatique. Le club le plus titré du Togo en deuxième division. Tout le monde sait ce que c'est que la deuxième division. C'est une anomalie? Non, mais je pense que, comme je l'ai dit, cet échec doit servir de leçon aux dirigeants, aux acteurs sportifs de la région centrale. Oui. Parce que c'est notamment le départ précipité de Anani Agoulou qui a entraîné cette situation au niveau de Semassi de Soukouré. Il y avait déjà des problèmes qui sont laissés et il fallait quelqu'un pour régler le problème. Et c'est un chef canton qui a voulu bien prendre le devant, mais je pense qu'à un moment donné, lui aussi, il était un peu dépassé par les événements. Ah oui, ça c'est vrai. Et il fallait derrière que les cadres de la localité puissent soutenir cette équipe. Mais je me dis que on n'a pas senti vraiment cet appui-là des cadres derrière cette équipe. Et voilà, l'échec est arrivé. Mais si Semassi doit vraiment évoluer en deuxième division, je crains fort pour cette équipe parce qu'on a vu des clubs qui ont de grands noms au Togo ici, notamment l'Étoile Filante, à Gaza, à Sosa. On a vu des cas. Maranatha, oui, on a vu des cas. Maranatha, à chaque fin de saison, difficilement Maranatha se maintient. Voilà, donc la deuxième division au Togo, on dirait même que c'est plus intéressant même que la première division. Parce que là, rien n'est dit que tout est garanti pour vous. Oui, c'est-à-dire que vous devez travailler à fond. On a vu même CDF Akuno qui est monté. CDF Akuno a frôlé la relégation de la D3. Mais bon, voilà l'équipe là, 2-3 ans après, qui retrouve l'élite. Donc, je me dis que si Semassi arrive à apprendre de cet échec, peut-être on peut revoir Semassi dans 2, même peut-être dans 3 ans dans l'élite. Pourquoi pas? L'autre question également qui nous taraude l'esprit, l'effectif, apparemment les joueurs que l'on a à Semassi n'étaient pas de qualité quand on voit tout ce qui a été fait durant tout le championnat. Oui, c'est un problème financier qui s'est installé dans la base des guerriers. Parce que les joueurs n'ont plus de salaire, les primes de match ne sont plus payées, les joueurs n'ont pas reçu leur prime de signature et autres là. Donc, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange et plusieurs joueurs ont décidé de quitter la navire, tout simplement. Oui. Maintenant, le technicien Kissimbo s'est retrouvé avec des joueurs entre parenthèses qui ne peuvent pas faire l'affaire, mais qui est obligé de faire avec ces joueurs-là. Donc aujourd'hui, ils ne pouvaient pas quitter le navire. Ils ne pouvaient pas quitter parce que la plupart de ces joueurs-là sont natifs de Sekouré, de la préfecture. Donc ils
ils sont obligés de rester pour pousser la barque à aller à bon port. Mais au finish, la bon port n'est même pas atteint. Non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et puis, et puis les ressortissants qui devraient appuyer l'équipe n'ont pas mis beaucoup d'argent aux côtés de l'équipe pour que l'équipe se maintienne en première division. Ça l'avait évoqué la gestion du chef canton. Oui. Et d'aucuns l'accusaient même qu'il bouffait l'argent que les ressortissants lui envoyaient pour booster l'équipe. Donc c'est tout un mélange de problèmes qui a accablé la gestion de ces massifs. Maintenant, une chose est de tomber, l'autre est d'apprendre des leçons pour revenir 2 ans ou bien 3 ans après. Et surtout se relever, on le disait tantôt, il y a des équipes emblématiques qui ont des renoms comme l'Étoile filante à Gaza qui ont tout fait en tout cas pour revenir dans l'élite. Et donc pour l'instant, quand on considère le classement, on va regarder le classement aussi à l'issue de la 30e journée. On attend toujours les dernières homologations et le classement officiel de la fédération. Pour l'instant, ASCO termine champion avec 59 points, 10 unités de plus que la SCK. 69. Vous savez, 59. Et ALS Sauterre est 3e avec 50 points. Gomido 80, 49 points. On voit là, dans le tableau rouge, là, avec toujours l'aide de Justin pour nous remonter un tout petit peu le graphique. On a Semassi qui est 13e avec 32 points, au moins 11 au gros différentiel. Kakadl qui est également 12, donc 14e avec 31 points. Et là, après, il y a Dikiti de Bassar et puis Dito qui ferme la marche. Qui également rejoint la 2e division. C'est rare également de voir le dynamique togolais. C'est la toute première fois, en tout cas, depuis belle lurette, de voir Dito en D2. Mais bon, bref, c'est aussi ça. Kakadl également en 2e division. En 2e division, oui. Parlons de ces équipes-là. Oui, je me rappelle un peu de Dito en 2e division. Oui. Ça devait être dans les années 92-93 parce que j'avais eu la chance de suivre un match de 2e division. Oui. À la JCA. En ce moment-là, c'était entre Dito et la JCA, c'était chaud. Donc, Dito va retrouver encore en 2e division la JCA qui peine depuis des années. Mais pour Dito, vous comprenez cette philosophie-là de mettre les joueurs en griffe civile de côté et de faire confiance beaucoup plus au corps? Je pense que cette politique-là a été mal Elle engagée. Est mauvaise? Non, mais elle n'est pas mauvaise, mais seulement que c'est la démarche qui n'a pas été bonne. J'aurais préféré que cette idée-là, la hiérarchie militaire mûrissait depuis, qu'on puisse l'implémenter au fil des années. D'accord, de façon progressive. De façon progressive. Et je pense que peut-être aujourd'hui, Dito n'en serait pas là. On allait peut-être évoluer avec les joueurs de l'année dernière. On intégrait peut-être 5 ou 6 joueurs qui sont bons dedans. Et au fil, on se dit que le projet, c'est sur 3 ans. Et à la 3e année, on saura que Dito est là. Dito sera maintenu, va jouer le maintien. Et avec l'expérience que les joueurs ont eue durant les 3 dernières années, ça va les apporter aux jeunes qui vont venir. Malheureusement, on a tout fait, comme ça se fait militairement. L'ordre est donné, on exécute et puis voilà, le résultat. Les résultats sont là. Et bon, je me dis aussi avec le professionnalisme qui s'annonce, est-ce que Dito est prêt à jouer également le championnat professionnel? Ça aussi, c'est un autre débat qu'il faut ouvrir. Oui. Moi, peut-être dans mon entendement, je me dis, peut-être Dito veut jouer un championnat amateur. Que bon, on a préféré aller ainsi parce que l'un des problèmes aussi, c'est que du moment où ce sont les corps habillés qui jouent, il n'y a plus cette histoire de motivation, de prime qui va être payée. Vous vous contentez de ce que vous gagnez ils ont un salaire à la fin du mois et on estime que, bon, vous êtes militaire ou bien corps habillé, mais on vous met à la disposition de la division sport. Et vous gérez, vous dirigez la nation de cette façon-là aussi. Voilà. Ok, d'accord. On va parler de Kakadl. Kakadl également, une autre équipe reléguée. Kakadl, c'est le club du président le colonel Nyamalata, qui également met les moyens, mais cette fois-ci, ça ne marche pas.
Oui, j'ai entendu que c'est leur politique qui a été en défaveur, parce que entre temps ils ont changé le nom, on appelle avant c'était Kakadre de Défalé, et maintenant ils ont Kakadre de Duffelgou. C'est comme Espoir de Thierry avant qui est devenu Espoir de Zion. Et puis ils ont changé le nom pensant que les ressortissants de Duffelgou vont participer à la fête, mais au finish ils ont laissé le club à la merci du colonel Nyata Lama, et au fil des journées, au fil des matchs, leur objectif, ils revisent leur objectif et il en manque des moyens parce que lui seul ne peut pas faire la fête. Les gens leur ont laissé la gestion du club et puis il gère le club à sa manière. Je ne dis pas qu'il a géré mal. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il a besoin de soutien. Absolument. Maintenant, il y a beaucoup de cadres également de Duffelgou qui sont en guillemets nantis. Exactement. Et qui pouvaient également accompagner. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est difficile de voir cette équipe de Kakadre qui a fait la pluie et le beau temps et qui est venu en première division en grande pompe. Qui s'est maintenu. Oh là là. Après, il repart en deuxième division. Et quand on sait que la deuxième division, c'est un tombeau ouvert, quand tu rentres là, c'est difficile de ressortir. On fera des libations, des cérémonies. Avant que tu reviennes. Le cas de l'étoile filante est un exemple palpable. Asfosa, à Gaza qui végète encore Maranatha. Surtout quand il y a des problèmes derrière. Sarah FC de Bafilo, qui est arrivé en deuxième division, l'année qui a suivi, qui est relégué en troisième division. Koroki Metete de Chamba. Je pense que les déclarations de Dela tout à l'heure rejoignent un peu les propos de comment dit-on, de Maurice Ntchoudien, qui a parlé de peu de moyens dans le championnat, que en début de saison on vous donne une mission, des objectifs, et puis en cours de saison vous-même vous rendez compte que vous ne pouvez plus réaliser votre ambition parce que même l'ambition du premier dirigeant a diminué parce que ça manque de moyens, et il dit que ça commence bien et au fur des journées on revoit un peu à la baisse les ambitions. C'est pourquoi je disais la fois dernière que il est très important pour les dirigeants d'avoir des moyens financiers, d'avoir un budget conséquent pour chaque saison pour pouvoir titiller Asco de Kara. Je pense que ce problème-là ne se pose pas avec Asco de Kara et ASK. Mais où trouver en tout cas ces moyens-là? Ça aussi, ça reste un autre débat, mon cher Charles. La recherche de moyens, c'est une question de lobbying. D'accord. Je pense que, prenons l'exemple de Tambo FC. Oui. Tambo qui est à Dacha. Je pense que Tambo, c'est pratiquement la région des plateaux. Tambo peut aller au niveau de la société de sucrerie d'Anier, chercher du sponsoring. Tambo peut aller au niveau de Sotoko pour chercher du financement. D'accord, du côté de Nangbeto. Du côté de. Oui, non, mais je pense que. Reste à savoir si tout le monde va adhérer en tout cas à ce projet-là. Derrière, il y a l'autre aussi. Oui, il dit que monsieur, c'est parce que vous avez de l'argent, c'est pourquoi vous sponsorisez un club. Donc il faut revoir tout. Il faut revoir tout. Oui, ce qui remet encore une fois sur le tapis, la question de la professionnalisation, histoire d'imposer moins les clubs et voir ce que ça pourra donner. Et pour les sociétés, aussi vont contribuer énormément à la promotion du sport au Togo. D'accord. Ce qui est sûr, vous avez quelque chose à dire? On ne peut pas quitter la D1 sans. Ce n'est pas un bilan. C'est un bilan provisoire. Sans jeter les fleurs à l'Asbina, parce que avec qui s'est maintenu. Oui, qui s'est maintenu. Jules Koudodi, qui est parti à Pagouda en tant que sapeur-pompier, mais qui il y avait de l'eau dans sa citerne. Oui, il y a de l'eau dans sa citerne, qui a essayé d'imprimer sa marque sur l'équipe de Pagouda. Vous n'êtes pas sans savoir que Jules Koudodi était un furieux de ce sport-là. Il avait conduit Espoir FC de Savalo du côté de Bénin en première division avant d'atterrir à Espoir FC de Zio pour conduire cette équipe à se maintenir en D1 avant de quitter. Il a fait un aller-retour. Ça n'a pas été facile facile pour lui, mais le fin technicien est arrivé à maintenir l'Esbina. Vous avez vraiment envie de le féliciter? Oui, il fallait voir Pagouda au soir de cette victoire face à l'entente de la jubilation. Une liesse totale. Tous les corps, toutes les entités de cette ville
on salue la bravoure, hein, le travail bien fait de Jules Koudjodi. Je crois que c'est le moment, hein, c'est le moment aussi, hein, pour la fédération. Je crois que le DTN est en train de faire quelque chose pour la fédération, de voir ça pour logique. Pourquoi pas envoyer chaque année ou bien la fin de chaque saison 2 techniciens en Europe pour se former et revenir, ou bien organiser ici à Lomé des camps de formation pour bien aider, hein, pour aider ces entraîneurs-là à reviser, à renforcer leurs capacités. Ce qui est sûr, oui, si tout va bien, lui aussi, on fera l'effort, hein, de l'avoir sur ce plateau. Jules Koudjodi, c'est quelqu'un également qui aime échanger avec les journalistes sportifs. On ne parle que de bilan provisoire, hein, puisqu'on aura le temps d'avoir les acteurs sur ce plateau, entraîneurs, membres du staff, présidents de club, pour faire le point général sur la compétition de la première division de football. On a terminé justement avec cette fenêtre également. On va ouvrir la dernière, celle qui va beaucoup plus parler des Jeux Olympiques Paris 2024. Ça va démarrer à partir du 26 juillet. Le Togo y sera avec 5 athlètes dans 4 disciplines. On en parle dans quelques secondes. On parle des Jeux Olympiques Paris 2024. Vous avez vu tout à l'heure le générique annonçant justement cette grand-messe, hein, des disciplines sportives. Pratiquement à chaque numéro, on fera la part belle, hein, à l'histoire des Jeux Olympiques, et pourquoi pas parler également de nos athlètes qui y seront. Charles, vous êtes bien sûr bien imprimé, hein, sinon un imbibé bien sûr dans les JO. On va de retrouver tout à l'heure Yellow Matissobé, 5 athlètes dans 4 disciplines. Quelle interprétation vous faites de la participation ou bien de la présence de ces 5 athlètes-là pour représenter le Togo à Paris? Non, ben je pense que l'une des fleurs qu'on peut jeter au CNO Togo, c'est d'avoir réussi pour l'une des rares fois, hein, à avoir des qualifications directes pour nos athlètes. Par le passé, on voyait ce que ça donnait. Je pense que la plupart qui participaient, c'était sur la base de l'universalité. Oui. Et bon, cette fois-ci, on a vu avec le président Akpaki, il s'est beaucoup investi, hein, pour la réussite de nos athlètes. Il y avait Akoko qui a été la toute première à se qualifier. Par après, on a entendu parler de l'athlète du triathlon, oui, et puis Adjavon. Et puis après, il y a Naomi Akapo. Bon, on est habitué à elle. Oh, oui. Ben, elle est vraiment intéressante. D'accord. Ben, elle est intéressante. On ne va pas croire qu'elle a évolué en Europe. Oui. Quand elle est là, vous la sentez en grande togolaise, quoi. Et ça, je l'apprécie. Oui. Au Cameroun, la fois dernière, avec tout ce bordel-là qu'a créé le championnat d'athlétisme, on l'a senti. Bon, c'est vrai, elle n'a pas du tout aimé, mais bon, quand même, je pense qu'elle a surpassé cela. Vous voyez qu'elle a mûri. Elle a mûri. Ça, c'est les réalités africaines qu'elle est en train de découvrir. Maintenant, pour les JO, je pense qu'on entend beaucoup d'elle. Oui. On entend beaucoup d'elle, puisque moi, ce n'est pas encore fait, mais je pense qu'elle sera le porte-flambeau, porte-drapeau de l'équipe togolaise, puisque c'est une athlète qui en tout cas qui se donne. Oui, et qui est représentative. Voilà, on sent qu'elle a envie de faire quelque chose. D'accord. Les JO, c'est très bientôt. On parle du 26 juillet, hein, du côté de la Ville Lumière. Bonjour Elom. Bonjour mon cher. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, on va parler de nos athlètes. Ils seront au nombre de 5. Oui. Et en lice dans 4 disciplines. Oui, effectivement, il faut dire que c'est une évolution, une grande évolution par rapport au JO de Tokyo 2020 où nous étions à ces Jeux avec 4 athlètes, à savoir Fanny Dodji au niveau du tennis de table, Claire Aviron, on avait Fabrice Dabla en athlétisme et également Damien Otogbe au niveau de la natation. Et donc cette année, le Togo a réussi à qualifier 5 athlètes, dont Naomi Akapo en athlétisme, Akoko Komlavi en aviron, Eloi Adjavon en triathlon,
Et Giordano Daou en natation et Adel Gaïtou également en natation 50 mètres nage libre. Donc ça fait au total 5 athlètes qui sont qualifiés pour les JO Paris 2024. Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, les CNO doivent être... c'est quel sentiment? Fierté Oui, un sentiment de fierté parce que par rapport à l'objectif de l'Olympiade précédente, on a quand même, de l'Olympiade précédente plutôt, on a quand même réussi à faire un pas de plus en qualifiant un athlète supplémentaire à ces Jeux. C'est vrai que l'objectif au départ, c'était de pouvoir qualifier un maximum de 8 athlètes. Finalement, la boxe, ça n'a pas marché. Le breakdance, ça n'a pas marché également. Le beach volley, vous avez vu comment, avec la prestation de la paire Kotoka Samani, ils sont arrivés presque justement aux portes de la qualif. Malheureusement, c'est finalement le vainqueur de l'édition qui se qualifie directement pour les JO. Oui. Ça n'a pas marché pour eux, mais ils ont fait quand même un parcours honorable. C'est une prouesse jamais réalisée dans l'histoire du beach volley au Togo. Donc, je crois quand même que le Togo n'a pas démérité. Et ça promet les années à venir par rapport à d'autres disciplines qui vont quand même réussir à sortir la tête de l'eau. On va rentrer un peu plus dans le côté technique, même si oui, nous ne sommes que des journalistes, on n'est pas forcément techniciens à la matière. Quand on regarde un peu tout ce qu'il va se faire là-bas à Paris, ça reste un véritable défi, parce que là, il faut se frotter pratiquement à la crème des crèmes, mais il faut y aller, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Et quand je regarde les athlètes du Togo, c'est-à-dire Akoko Komlavi qui fait sa première participation aux Jeux Olympiques, il faut le dire, elle a la pression, elle est toujours en Tunisie en train de se préparer, elle va rentrer dans quelques jours à Lomé, et elle a quand même une forte pression sur ses épaules parce que vous savez, dans cette délégation de 5 athlètes, il y a 3 femmes déjà, donc la gente féminine est fortement représentée. C'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs, que les femmes soient quand même plus enclines à évoluer dans le sport, et on a vu quand même au niveau de cette délégation du Togo qu'il y a 3 femmes, les femmes sont quand même dominante dans le lot. Donc Akoko comme là, il y a une forte pression sur ses épaules. À part elle, vous avez Naomi Akako qui participe également à ses premiers Jeux Olympiques. Donc on rappelle qu'elle est née en France. Elle est née en France, elle est togolaise, elle est née d'un papa togolais, mais elle aura fort à faire dans une épreuve qui n'est pas quand même une épreuve facile, le 100 mètres plat. Naomi Akako est inscrite au 100 mètres plat, donc elle sera avec José-Marie Talou, donc c'est pas facile. La crème des crèmes, des athlètes mondiales. Voilà. Et puis vous avez aussi Eloi Javon qui fait ses premiers JO, qui quand même présente une très bonne figure quand vous le suivez, quand vous discutez avec lui, c'est quelqu'un de très calme, de très posé, et puis qui se concentre sur l'objectif. Parce que lui, aujourd'hui, à revenir à Lomé, il dit que ça va être serré parce qu'il est en train de travailler très dur avec son coach Adrien Vives à Montpellier. Et donc il pense pouvoir rejoindre directement la délégation là-bas à Paris parce qu'il a un nouveau vélo avec qui il doit s'entraîner, prendre quand même ses marques par rapport à ce nouveau vélo de compétition. Et les 2 nageurs, vous avez un qui est en Thaïlande actuellement, Giordano Daou qui se prépare, qui va rentrer à Lomé bientôt, et Adel Gaïtou qui est au Congo, qui va arriver à Lomé autour du 21. Donc vous avez toute la délégation qui est actuellement à l'international. Personne n'est à Lomé présentement, mais ils vont rentrer au fur et à mesure pour que la délégation puisse se regrouper avant le départ qui est prévu autour du 23 juillet. Alors Charles, on sait très bien que pour le Togo dans l'histoire, le seul qui a eu une médaille pour notre chère nation, ça reste Benjamin Boukpeti en 2008 à Pékin en canoë-kayak. Mine de rien, il reste également une référence pour ces jeunes-là qui se rendent à Paris pour les Jeux Olympiques. Oui, je sais bien que Benjamin Boukpeti a été proche, ou bien très proche du CNO Togo, et puis de Ils collaborent souvent ensemble, tout le temps, pratiquement. Et puis de la Fédération togolaise des avirons, de canoë. Voilà. Il semble maintenant que c'est scindé, non? C'est scindé, voilà. Donc, il est toujours proche de ces jeunes. Et moi, je me dis, peut-être l'avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a eu cette chance-là de bénéficier de ces bourses, et qui, en principe, doivent booster le niveau et puis la performance de nos athlètes. Et à Akoko Komlavi, je pense pratiquement, ça fait 2 ans qu'elle est à l'extérieur en train de se préparer. Donc je me dis, de par le passé même, on a toujours eu cette chance, même avec celle qui avait fait JO Tokyo 2020, Claire Aïvon, elle aussi, elle avait fait une très belle prestation. Donc on peut dire que on peut compter sur des chances de médaille. Pour cette participation, moi je compte sur des chances. Ça, c'est votre sentiment. Ça, c'est mon sentiment. Mais je vous préviens, c'est pas du gâteau, les Jeux Olympiques. C'est vrai que ce n'est pas du gâteau, mais je me dis,
à voir la préparation. Ouais. Il est optimiste, n'est-ce voilà, pas? à voir la préparation des athlètes. C'est ça qui me fait dire. Comparativement aux éditions antérieures, cette fois-ci, c'est que le CNO a mis peut-être ses relations en marche pour permettre aux athlètes de pouvoir bénéficier des bourses qui leur permettent d'avoir plus de performances. Absolument, donc à Koko, comme l'envie, et Loa Adjavon, pour sa première, je pense qu'il a séduit plus d'un. C'est une discipline qui n'est pas très connue au Togo, du public, mais je pense qu'il a séduit plus d'un avec sa qualification. Donc on peut également compter sur lui. Maintenant, Naomi Akabo, on l'a connu plus sur le 200 mètres haies, mais bon, 110 mètres, 100 mètres haies, voilà pour les dames. Elle veut passer au 100 mètres plat. Pourquoi pas créer la surprise? Véritable défi, hein. Oui. Parce que là, franchement, pour ceux qui connaissent l'athlétisme mondial, il y a du travail là-bas. Là-bas, c'est le top des tops, c'est le sommet. Ah oui. On espère voir Naomi en finale. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Ah oui, c'est le plus important. Afin d'améliorer ses performances et ses chronos. Voilà. Maintenant, avec les nageurs aussi, il y a du mieux qui se fait également à ce niveau. La dernière fois, on avait reçu les directeur technique et entraîneur national de la FETONAS. Pour eux, tout doucement, les chronos sont en train de s'améliorer. Donc on peut être optimiste là-dessus. Alors, et l'homme, on va s'intéresser à l'aspect préparatif, parce qu'après tout, vous l'avez dit, tous ces 5 athlètes ne sont pas actuellement à Lomé. Ils reviendront sûrement pour la remise du drapeau et les cérémonies de photos et tout ce qui va avec. Voilà, c'est ça. Alors, ça veut dire que voilà, on est à l'extérieur. C'est un pas de plus, mine de rien. Oui, c'est un pas de plus, il faut le dire, parce que quand on regarde dans la sous-région avec les pays voisins du Togo, on fait une petite comparaison, on se dit que le Togo n'est plus cette petite nation qui qualifie juste quelques athlètes avec des places d'universalité. Aujourd'hui, on peut rivaliser avec d'autres nations, donc on regarde aussi ce qui se fait dans la sous-région et on se lance des défis à relever par rapport à l'olympisme, par rapport aux Jeux olympiques. Donc oui, c'est vrai que ça ne sera pas facile. C'est vrai que les 4 disciplines, ce ne sont pas des disciplines mineures, c'est de très grandes disciplines. Et donc, on mise sur tous les athlètes, sur des chances de médaille. Mais ce qu'on souhaite d'abord, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Vous savez, parce que avec les séries qui vont commencer, qui vont permettre d'éliminer les mauvais chronos. Là-bas, déjà, votre cœur bat la chamade. Là-bas aussi, c'est un défi. C'est un défi. Parce que là, on parle de chrono, mais il faut faire mieux. Voilà. Parce que, par exemple, en natation, vous avez plusieurs séries. Vous avez plusieurs séries. Vous pouvez arriver premier de votre série, mais être éliminé de la course. Parce que toutes les séries réunies, avec les meilleurs chronos, vous êtes premier, mais vous avez un mauvais chrono. Vous voyez, donc, c'est compliqué. Et donc, maintenant, à Koko, comme la vie, elle sait tout le bien qu'on pense d'elle, parce que là, on mise sur tous nos athlètes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et là, je crois quand même qu'on a présenté la crème des crèmes. Malheureusement, il y a des boursiers qui n'ont pas pu se qualifier, dont Prewa Padabadi, qui est boxeur spécialisé en boxe anglaise. Mais bon, on remet le cœur à l'ouvrage. On verra pour la prochaine Olympiade qui va déboucher sur Los Angeles 2028. Aujourd'hui, si on veut aller un peu sur le plan administratif, le CNO met les bouchées doubles pour permettre à ce que la délégation de retour à Lomé, le départ sur Paris, tout se passe bien, le village olympique, que toutes les conditions soient réunies et surtout qu'il démarre la compétition dans les meilleures conditions. Oui, en termes d'organisation, oui, le CNO est en train de mettre tous les moyens à disposition. Maintenant, les moyens financiers, c'est l'État. N'oubliez pas que c'est une délégation nationale. Et donc, il faudrait que le ministère des Sports ou le gouvernement à travers le ministère des Sports puisse mettre les moyens sur la table pour mettre tous les athlètes ou toute la délégation dans de bonnes conditions. Donc, du côté de l'organisation, des accréditations, de l'accès au village olympique, le CNO a déjà tout calé. Maintenant, il faudrait que l'État puisse quand même sortir davantage de moyens pour pouvoir mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Quand vous avez une athlète comme José Marie Talou qui joue ou bien qui va courir dans le cadre de sa dernière édition des Jeux olympiques avec son âge et qui a reçu 75 millions de la Côte d'Ivoire pour ses préparatifs jusqu'au JO, vous êtes sur la piste avec une dame comme ça et que vous êtes à côté, vous avez peut-être vos 500 000 francs en poche, vous voyez que vous n'avez pas le même mental. Pas du tout. Voilà, et vous n'avez pas les mêmes objectifs. Pas du tout. Donc, il va falloir que l'État puisse véritablement sortir les moyens pour que les athlètes puissent être dopés mentalement, puissent véritablement sortir le meilleur d'eux-mêmes pour vendre l'image du Togo et faire flotter haut le drapeau togolais. L'État, mine de rien, Charles, encore face à un chantier, 5 athlètes, normalement, on doit les mettre dans les meilleures conditions.
Oui, je pense surtout que Paris est à côté. Ah d'accord, Paris à côté. Oui, Paris est à côté. Ce n'est pas Tokyo. Il faut chercher les moyens. Je pense que l'un de nos problèmes en termes de sport au Togo, c'est le moyen financier. Et quand on voit un athlète qui a 75 millions pour sa préparation, comparativement... On parle d'un seul athlète. Hein. D'un seul athlète. Le coach n'est pas encore dedans, vous imaginez? Non, mais ça veut dire que la nation a une vision par rapport à cet athlète-là. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on copie cela au Togo et qu'on puisse donner le bon exemple. Ce n'est pas seulement au foot. Le foot, c'est vrai, tout le monde pense que c'est le foot, mais au même moment, au niveau de la fédération, on crie aussi que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, je pense qu'il faudrait miser énormément. Quand on parle de souveraineté nationale, ce sont des jeux de la souveraineté qui engagent l'État. Je pense qu'il faudrait que l'État mise les moyens pour permettre aux athlètes de pouvoir défendre valablement le drapeau national. Lors des JO 2020, on a vu la ministre des Sports qui était proche des athlètes. Exactement. On espère revoir la même chose. Et en plus de ça, mettre encore plus de moyens. Et je pense que les moyens et la présence de la ministre vont booster le moral des athlètes. Et puis bon, on aura le résultat escompté. Et notre souhait en tout cas, c'est que pour les prochaines Olympiades, on puisse avoir 10 athlètes, 15, 20, pourquoi pas 30. Parce que là, on sait très bien qu'il y aura un défilé, mais grandiose des différentes délégations. Le Togo y sera avec 5, ce n'est pas encore mauvais, mais on peut faire encore mieux. Là aussi, il faut croiser les doigts pour que nos athlètes ne se blessent pas pendant les préparatifs. Oui, bon, je crois qu'on va prier pour qu'ils ne se blessent pas. En tout cas, ils font l'objet d'un suivi méticuleux de la part de la commission médicale qui est présidée par le docteur Kouvahe. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, ils savent ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger sur le plan de la nutrition déjà, et les exercices physiques avec leur coach, parce que là, on est dans le dernier virage. Il faut plus forcer les choses. Voilà, parce que les muscles doivent être en forme, il faut mentalement être prêt, et parce que quand vous allez vous asseoir à côté des gens comme Florent Manodou au niveau de la natation, vous qui venez du Togo, vous êtes là, il ne faut pas que vous soyez intimidés, vous comprenez? Il ne faut pas que vous soyez aussi intimidés par José-Marie Talou, etc. Donc aujourd'hui, on est en train de quand même mettre les athlètes dans des conditions quand même optimales pour la participation à ces Jeux. Vous avez entre-temps parlé du 21, ça veut dire que quoi? Il y aura la cérémonie de remise de drapeau ou la cérémonie quoi exactement? Dites-nous. Oui, la cérémonie de remise de drapeau, ça va être, la date sera communiquée par la primature en fonction de la disponibilité des autorités. Et maintenant, autour du 23, la délégation togolaise doit pouvoir être à Paris pour prendre ses quartiers au village olympique parce que les Jeux démarrent le 26 avec la cérémonie d'ouverture officielle. Et le 27, le Togo entre en compétition avec Akoko Komlavi dans sa première série déjà. Et donc, le 23, ils seront là. Donc, ça va faire 3 jours d'acclimatation déjà. Et ça leur permet de pouvoir entrer dans le jeu. Donc, le 26, il y a la cérémonie d'ouverture. Ils vont défiler. Et déjà, le 27, Akoko sera véritablement dans l'eau à Var-sur-Man pour la première compétition officielle du Togo. Donc, progressivement, nous allons communiquer les dates des épreuves par rapport à la participation togolaise, mais d'ici le 21 au plus grand tard, on espère pouvoir organiser une cérémonie officielle de présentation des athlètes, en tout cas ceux qui seront à Lomé, à la presse, afin de pouvoir échanger avec tout le monde, fixer le cap, les objectifs de la délégation, et que des athlètes qui n'ont pas véritablement ce contact avec la presse puissent avoir ce contact avec eux, discuter avec tout le monde avant de pouvoir partir pour Paris. Après tout, c'est également une cause nationale quand on parle des Jeux Olympiques. Avant de retrouver l'homme pour la conclusion, Charles, bon, il y aurait également quelques confrères, 2 ou 3, qui vont accompagner, parce que là aussi c'est du boulot, aller aux Jeux Olympiques, c'est faire du boulot, c'est pas aller faire du tourisme. Et surtout que les terrains ne sont pas proches les uns des autres. L'un de l'autre. Donc, il y a surtout ça, donc, je pense qu'il y a du boulot pratiquement pendant 2 à 3 semaines. Absolument. Pour nous, moi, ce que je peux souhaiter, c'est bonne chance à nos athlètes et qu'on ait une médaille. N'est-ce pas? C'est très important. Une très bonne médaille. Une petite question, ça elle est un peu personnelle. Quand on parle des JO, quelle est la première image qui vous vient en tête depuis que ça existe? Non, ben y a-t-il une finale qui vous a marqué, un athlète qui vous a marqué? Moi, plutôt
chaque Olympiade avec ses stars. Mais moi, c'est plutôt la cérémonie d'ouverture qui marque, votre présence. D'accord. Quand on annonce le Togo. Oui. Vous voyez l'habillement. Vous êtes là devant la télé. Voilà. Vous comparez ce que les nôtres ont porté par rapport aux autres. C'est original. Voilà. C'est l'originalité. Voilà. L'originalité, c'est vrai. Ça compte beaucoup. Chaque pays avec sa culture. Effectivement. Mon cher Elom, un mot pour conclure. Oui, en parlant de la cérémonie d'ouverture, c'est vrai que la France met tous les moyens pour pouvoir avoir une très belle cérémonie d'ouverture. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des JO aura lieu sur la Seine et puis, sur un fleuve. Ils sont en train de parler de beaucoup plus d'écologie. Hein. Oui. Bon, on a vu l'itinéraire. Franchement, chapeau. Parce que là défiler sur la Seine, les gens sont assis dans les tribunes, les bateaux qui passent, etc. avec les drapeaux. Franchement, ça... Et il faut qu'on le dise, c'est une première dans l'histoire de l'Olympisme. Et avec ce qu'ils ont mis comme moyen, franchement, je dis quand même félicitations au comité d'organisation. Maintenant, il nous revient à nous de pouvoir nous battre pour marquer ces Jeux-là, parce que un siècle après, les Jeux reviennent à Paris. La dernière édition, c'était en 1924. Exact. Donc, un siècle après, les Jeux reviennent à Paris. Donc, ils ne veulent pas rater le coche. Ils veulent tout mettre en œuvre pour avoir des Jeux réussis, avec une parité homme-femme 50-50. Donc, je crois qu'ils ont quand même eu l'idée de pouvoir mettre davantage de moyens à disposition pour pouvoir financer ces Jeux. Et là, chapeau à l'organisation. Et quand on parle des JO, c'est vrai, c'est le sommet. C'est quand même la crème du sport. Et quand vous êtes olympien, c'est à vie. Il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire, c'est à vie. Parce que le village olympique, rencontrer des gens comme Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, Florent Manodou, les José Marie Talou, vous avez au niveau de l'international et des athlètes de renom qui viennent et tout ça, c'est entre vous. Exactement. Vous êtes sur le même bâtiment, vous avez des chambres contiguës. Quand même, franchement, c'est une expérience formidable. En tout cas, merci Elom pour la disponibilité. Merci. On a encore eu beaucoup d'informations concernant nos athlètes qui se rendront très très bientôt du côté de Paris pour les Jeux Olympiques. On le rappelle, ça s'ouvre à partir du 26 et nous avons déjà une rubrique chez nous. Ça va s'appeler Club JO Paris 24 et à chaque fois qu'on se retrouvera, on ouvrira une fenêtre concernant les disciplines, les grands athlètes qui ont marqué justement ces Olympiades. Merci Charles. Merci Angelo pour l'invitation. Merci également à Adélaïté qui était avec nous. On salue également toute l'équipe technique derrière Justin. Si tout va bien, rendez-vous samedi, toujours sur ce même plateau pour parler sport. Comme toujours, pour garder la forme, faites une activité physique, mangez moins gras, moins salé, moins sucré, tout ça pour être en très très bonne santé. On vous souhaite bonne suite des programmes sur SOS Docteur TV. À très bientôt. Ciao, ciao.